Salomon, bonjour. Aujourd'hui, on va encore parler de l'immobilier et notamment sur le processus d'acquisition d'un bien en Israël. Alors, Salomon, ce que veulent nos auditeurs, c'est une masterclass. On veut tout savoir. Comment bien choisir son bien, quelles sont les étapes à ne pas négliger, comment réduire les risques et le rôle des différents intervenants et puis bien sûr tous les coûts annexes d'une opération immobilière. Bonjour Salomon. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on choisit bien son bien en Israël? Quelles sont les opportunités d'investissement en Israël et comment examiner le potentiel de chaque bien? Alors, d'abord plusieurs choses. Quand on choisit un bien, il faut d'abord estimer si c'est un bien pour y vivre ou si c'est un bien d'investissement. Si c'est un bien d'investissement, on va d'abord examiner deux choses. Un, notre capacité d'endettement. Deux, notre apport. Et en fonction de ces deux paramètres, au plus faible des deux, on va se fixer un budget. Une fois qu'on a fixé ce budget, on va réfléchir à quel type d'investissement je veux faire. Est-ce que je veux du rendement locatif? Est-ce que je veux de la plus-value? Est-ce que je veux prendre un pari sur un marché plus exotique, etc., etc. Plus exotique, c'est quoi? C'est un risque? Plus à risque. Est-ce que je veux aller sur une ville moins développée aujourd'hui en pariant sur le fait qu'elle va se développer énormément dans l'avenir, ou est-ce que je cherche plus de la stabilité et de la sécurité sur mon investissement? Évidemment, quand on achète un bien, il faut évidemment regarder tous ces paramètres-là. Il faut bien analyser son marché, notamment le nombre de biens disponibles sur le marché, la demande, la croissance de population que peut présenter la zone dans laquelle j'achète. Est-ce qu'on va plutôt sur un bien de type projet? Est-ce qu'on va plutôt sur un bien déjà livré, déjà disponible, etc., etc. Et donc, je vais d'abord étudier mon marché, sélectionner le bon endroit, sélectionner le bon budget et après commencer ma recherche pour aller plus en amont dans mon projet. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est qu'il faut évidemment, pour faire tout cela, comprendre le marché immobilier israélien. Il faut comprendre que le rendement locatif en Israël est très faible. Là où en France, on va aller chercher un rendement, on va acheter un studio à Metz pour avoir un rendement locatif à 12 avec un bien qui perd de la valeur. En Israël, quand on arrive à trouver un bien avec un rendement locatif de 4% annuel, ce qui est très très faible comparé à la France, mais le bien en lui-même va prendre de la valeur. Donc en Israël, d'abord, même si je place mon curseur différemment en fonction de si je cherche plutôt de la rentabilité locative ou plutôt de la plus-value, malgré tout, je vais quand même avoir un mix des deux et je vais donc aller chercher un bien toujours en analysant quel est mon rendement locatif immédiat, quel est le rendement que j'aurai sur la plus-value à la revente. C'est déjà les deux paramètres qui sont les plus importants. Ce que vous nous dites, c'est que en fait, le rendement locatif est pas très intéressant, pas très pertinent. En fait, il permet de payer un crédit, en fait, et de... Ça dépend. Il y a des zones où mon rendement locatif va me payer mon crédit, mais du coup, ma plus-value va en pâtir. Des zones où mon rendement locatif ne va pas couvrir la mensualité de mon crédit, mais en revanche, sur la plus-value, je vais avoir beaucoup plus de gains. Tout dépend de ma situation financière actuelle et future, et tout dépend de l'objet de mon investissement. J'ai une question. Quelle est la durée moyenne d'un exit, de la revente d'un appartement? On parle de plus-value. Quels sont je sais pas, sur Tel Aviv, sur Jérusalem par exemple, combien de temps les gens conservent leur appartement, enfin un investissement en tout cas, ou leur appartement, avant de le revendre? Alors, c'est une très bonne question. Parce que la plus-value, elle se fait là, a priori, c'est là que ça se passe. C'est absolument là que ça se passe. Maintenant, évidemment, les loyers sont indexés à l'inflation. Les loyers étant indexés à l'inflation, les loyers augmentent plus rapidement que le coût de ma mensualité. Donc du coup, il va arriver toujours un moment où les loyers vont eux-mêmes couvrir ma mensualité et le bien va prendre de la valeur. Si je suis en capacité financièrement d'attendre ce moment-là, c'est là que je vais faire la plus grosse plus-value forcément parce que je me laisse du temps devant moi et qu'au bout d'un moment, l'appartement se paye, la valeur du bien continue à augmenter, donc je vais attendre. Si maintenant, mon but, c'est de faire un flip, dans ce cas-là, je vais attendre moins, je vais avoir à débourser entre-temps jusqu'à ma sortie un peu plus d'argent, mais à la fin, la plus-value va venir compenser tout ça. Pour être très clair, on va parler un peu plus tard, normalement, des frais annexes. J'ai plein de frais à payer quand j'achète un appartement, comme en France, comme partout. En France, je paye des droits notariaux, je paye des agents, je paye plein de choses. Pour arriver à couvrir ces frais-là, il est évident qu'une période trop courte
est insuffisante. Donc sur un bien, on va dire sur la moyenne du marché israélien, avant 1 an et demi, ce qui est quand même une période très très faible comparée à la France, je n'ai pas réussi à couvrir la valeur de tous ces frais-là. Après 1 an et demi, je commence à arriver en moyenne, je parle encore une fois, après chaque marché est différent et il convient d'analyser parfaitement chaque produit, mais en moyenne, après 1 an et demi, la plus-value que je vais réaliser vient couvrir les frais que m'a engrangé cet achat. Donc si je suis capable de le garder, on va dire 3 ans, je commence à faire une plus-value un peu intéressante. Et après, chaque année qui passe, la valeur de mon crédit baisse, la valeur du bien augmente, donc mon capital est d'autant augmenté. Mon capital augmente exponentiellement, évidemment, après ça. Il faut savoir aussi, deuxième chose, sans trop avancer sur ce dont on va parler après, que globalement, sur un crédit, le premier tiers, je paye quasiment que de l'intérêt. Le deuxième tiers, je paye de façon équivalente intérêt et capital. Et le troisième tiers, je paye que du capital. Ce qui veut dire que si je suis capable d'attendre la fin du premier tiers de mon crédit, à ce moment-là, je commence à rembourser du capital. Donc, ce qui va me rester financièrement une fois ma vente effectuée va devenir de plus en plus important. La valeur augmente, mon crédit diminue. Encore une fois, ça augmente exponentiellement. Donc, dans l'absolu, le plus intéressant, c'est toujours d'attendre la fin du premier tiers du crédit. Ok. Sauf qu'à contraire. Sauf si j'ai fait un achat dans des modalités un peu différentes. Je donne un exemple. Si j'ai acheté un projet qui est livré dans 5 ans, le flip, il se fait quasiment à la livraison du projet. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai mis qu'une partie de la valeur du bien. Ah, vous achetez aujourd'hui, mais c'est livré dans 5 ans. Exactement. Okay. Sauf quand j'achète un projet. Si je fais le flip à la sortie, à la livraison du projet, en valeur relative, mon flip va être plus important puisque je n'ai mis que 20% du projet et qu'à la fin, j'ai fait la plus-value sur 100% de la valeur du bien. Donc, en valeur relative, j'ai gagné plus. En revanche, si je suis capable d'attendre un peu plus longtemps, alors en valeur absolue, plus j'attends, plus en valeur absolue, je vais gagner. Ok. Et lors de l'acquisition du bien, processus et étapes, qu'est-ce qu'il faut absolument ne pas négliger? Alors, on a déjà parlé bien sélectionner son bien. Pour nos auditeurs, c'est quelque chose de très basique avec des étapes qui permettent aux gens de comprendre, ok, ça je l'ai fait, j'ai check, c'est terminé, je passe à l'étape suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Première étape, délimiter un budget. Délimiter un budget, ça passe par 2 choses. Délimiter quel est l'apport que je suis capable de mettre, quel est le crédit qu'on m'accorde à 100%. Je ne peux pas prendre le risque de m'engager sur un bien si je ne suis pas sûr de pouvoir le financer. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, une fois que j'ai fixé le budget donc en 1, ma deuxième étape va être de sélectionner ma zone. Dire je veux investir sur une zone stable comme Tel Aviv, comme Jérusalem, comme d'autres, ou je veux prendre un pari et un risque. Donc une fois que je délimite ma zone. Troisième étape, sélectionner le type de bien. Je veux du rendement locatif, je veux du professionnel, je veux acheter des bureaux, ou je veux acheter une zone industrielle ou quelque chose comme ça, ou je veux du locatif, du résidentiel, pardon, ou je veux du résidentiel. Une fois que j'ai délimité ça, donc j'ai délimité mon budget, j'ai délimité ma zone, j'ai délimité mon objet de mon achat. Une fois que j'ai ça, il faut trouver les bons partenaires, ça on en parlera un peu plus tard, et bien comprendre quel va être tout le processus complet. J'ai trouvé mon bien avec les bons partenaires. À ce moment-là, je vais signer un contrat d'acquisition. Donc l'étape 1, c'est le financement. L'étape 2, c'est la localisation du bien. Troisième chose, ce sont les partenaires. Troisième chose, ce sont les partenaires. Une fois que j'ai trouvé mes bons partenaires, mon bon avocat, mon bon agent, on en parlera un peu plus tard. On a qui? On a l'agent, l'avocat, la banque, bien entendu. Agent, avocat, banque. Banque au pluriel ou banque Banque au pluriel, de préférence. On a un expert comptable ou un fiscaliste qui est venu nous conseiller sur les modalités d'acquisition. Est-ce que j'achète à travers une société? Est-ce que j'achète en privé? Est-ce que j'ai compris quel est le montage que je veux faire pour cette acquisition-là? Après, il faut comprendre qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on a trouvé le bien qui nous correspond, on va signer un contrat d'acquisition. Très, très important que nos auditeurs comprennent qu'à la différence de la France, en Israël, il n'y a pas de droit notarial. Il n'y a que du droit contractuel. Donc, l'acquisition se fait sur les conditions auxquelles je me mets d'accord avec la partie vendeur.
qui veut dire, première chose, dans les us et coutumes israéliennes, il n'y a pas de droit de préemption. Très important. Donc la ville, elle ne va pas venir en me disant non, je veux l'acheter à ta place. Deuxième chose, il n'y a pas de droit de rétractation, il n'y a pas de clause, d'obtention de prêt. Ça veut dire que une fois que j'ai signé mon contrat, j'ai mon prêt, j'ai pas mon prêt, c'est mon problème. Le vendeur est en droit de réclamer son argent. Et s'il ne peut pas réclamer son argent, de réclamer des pénalités. Des pénalités qui peuvent être des montants importants qui seront perdus. Troisième chose, donc j'ai signé mon contrat, j'ai mon accord préalable de crédit que j'ai fait déjà en 1. Là arrive l'étape d'évaluation du bien. À ce moment-là, la banque nous demande d'évaluer la valeur du bien. Donc on fait une évaluation, une expertise par un expert mandaté par la banque, à nos frais, mais mandaté par la banque. Et cet expert-là va fixer la valeur du bien. Le crédit va être accordé au plus faible des deux entre l'expertise du bien et la valeur d'acquisition. D'ailleurs, il arrive très souvent que le client, pour ne pas se mettre en risque parce qu'il est trop juste en termes de crédit ou en termes d'apport, dise « je préfère cette expertise-là, l'anticiper et la faire avant même l'acquisition du bien ». Si le client est sûr de son acquisition, on peut la faire après. Il faut savoir qu'en règle générale, elle coûte un peu moins cher quand l'expert est mandaté par la banque que quand on l'a fait nous en amont. Une fois qu'on a fixé cette valeur du bien, arrive une dernière étape qui est une étape purement administrative où il y a un échange de documents. Il y a évidemment une hypothèque à faire inscrire au cadastre. Il y a un échange de documents entre le vendeur et vous pour la banque, des garanties de type le vendeur qui garantit qu'il fera bien, une fois qu'il aura reçu l'argent de la banque, il fera bien le transfert de propriété, que vous avez bien payé votre apport, que le bien est bien à lui, est bien à son nom et qu'il a bien tous les droits dessus, etc., etc. Un certain nombre de procédures administratives. La banque libère les fonds. En même temps qu'elle libère les fonds, elle nous remet un document qui sont les contrats d'hypothèque. Sous délai de quelques jours, le vendeur a reçu son argent et on fait l'inscription finale au cadastre qui elle-même va prendre en compte évidemment l'hypothèque qu'on avait préalablement inscrite au cadastre. Okay. D'accord. Ok. Et comment est-ce que vous examinez les opportunités d'investissement? Comment est-ce que vous examinez le potentiel en fonction des différentes villes ou des différentes régions? On sait que par exemple, Tel Aviv est très cher, hors de prix même. On sait que est-ce qu'il peut continuer à grimper? Ça, c'est une première question. On sait que Jérusalem est en train de devenir cher, voire très cher. Quelles sont les opportunités? Est-ce que, au-delà de l'émotion, on parle d'investissement ici, au-delà de l'émotion qu'il peut y avoir à vivre, à aimer vivre à Tel Aviv ou à vouloir un appartement à Jérusalem, on parle juste d'investissement. Comment vous appréciez le potentiel? Alors, il faut avoir une première donnée importante. Il y a un plafond à tout en fait. Hein. Évidemment, évidemment. Mais il faut avoir une première donnée importante. La première donnée importante, c'est la démographie israélienne. Il faut comprendre que la population israélienne, de façon interne, sans compter les gens venus de l'extérieur, les Olim, la population israélienne croît d'environ 3% par an. Donc forcément, ça applique une pression sur le marché immobilier israélien puisqu'on a besoin de loger. On est 3 fois plus, non, on est pratiquement 2 fois plus haut qu'en Europe en moyenne. En moyenne, aujourd'hui, j'ai vu les statistiques aujourd'hui pour l'Italie. L'Italie perd, sur les 5 dernières années, l'Italie a perdu 700 000 personnes. L'Allemagne, on sait qu'elle est en déficit croissant de population. La France, on sait que la natalité, ça a été l'objet d'un discours de Macron très récemment, que la natalité est en berne et que la France est quasiment à zéro aujourd'hui. C'était avant la claque ou pas? On fait un podcast là-dessus. Donc on sait que donc forcément la pression interne en France, en Italie ou dans toute l'Europe, elle est très faible. En Israël, il y a une pression interne sur l'immobilier. Il y a besoin de logements en plus. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est quels sont les pôles économiques. Ça veut dire une fois que j'ai compris que tout le marché immobilier israélien est en croissance, je vais regarder où sont les pôles économiques. Les pôles économiques, globalement, il y en a 4. Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa et Beersheba. Pour des raisons différentes chacune, mais c'est les 4 gros pôles économiques israéliens. Là, ce que l'État d'Israël souhaite, c'est essentiellement qu'il y ait de plus en plus d'habitants à Beersheba,
qui, je pense, est devenue, enfin, je suis quasiment sûr, la plus grande ville en termes de population en Israël. Je vais juste une étape plus loin. Ce qui se passe, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, aussi bien à Tel Aviv qu'à Jérusalem, il n'y a plus de terrain pour construire. Ça construit partout. Ça construit en détruisant l'existant pour reconstruire par-dessus. L'État n'a quasiment plus de terrain disponible, ni les privés d'ailleurs, à donner pour faire la construction. Donc, quand on détruit l'existant pour reconstruire par-dessus, on est forcément limité dans la capacité de construction. C'est pour ça qu'il y a des tours. C'est pour ça qu'on commence à construire des tours. Mais malgré tout, le problème reste entier. Donc l'État se dit, où je vais loger toutes ces nouvelles personnes? Il faut que je développe économiquement des nouvelles zones pour être en capacité de proposer des logements et une vie agréable à tous les nouveau-nés qui grandissent et qui deviennent majeurs, tous les gens qui arrivent de l'étranger. Et donc l'État a beaucoup misé dans les 10 dernières années sur Beersheva. Il faut savoir que les renseignements israéliens, aujourd'hui les renseignements de l'armée israélienne, sont basés à Beersheva. Et donc l'État se dit, si je crée à Beersheva une zone économique sur la cybersécurité, avec, grâce à tous les renseignements, grâce à la fameuse unité 8200 que tout le monde connaît, qui est l'unité cyber de l'armée israélienne, si j'arrive à créer un pôle cyber à Beersheva, je vais développer économiquement Beersheva. Beersheva, c'est dans le désert, donc j'ai de la place autour pour construire, j'ai de la place pour loger beaucoup de monde, donc ça me permet de rendre attractive une nouvelle zone, de peupler. Évidemment, il y a des considérations géopolitiques autres dans le fait de peupler le désert et le Negev, mais c'est aussi un pari économique de l'État de dire, si je développe Beersheva, ça me permet de développer une nouvelle zone avec une capacité de construction beaucoup plus importante qu'à Jérusalem ou Tel Aviv. Cependant, aujourd'hui, Jérusalem et Tel Aviv restent, pour des raisons complètement différentes, les deux zones les plus attractives d'Israël. Tel Aviv, c'est évidemment le poumon économique d'Israël, et Jérusalem a une sainteté de la terre qui fait que même les juifs moins religieux, même les gens avec un attachement plus lointain à la religion, ont la volonté d'acquérir un bout de terre à Jérusalem et de développer cette ville. Donc Jérusalem restera, à mon avis, éternellement la ville la plus attractive au monde, qui est la ville qui est la plus forte en histoire en Israël et la plus forte, la plus riche aussi en spiritualité. Et le poumon économique, c'est Tel Aviv. Maintenant, une fois qu'on a parlé de Tel Aviv et de Jérusalem, qui sont, si on regarde d'ailleurs, sur les 30 dernières années, je connais beaucoup de gens, y compris dans ma famille proche, qui à 30 ans, quand on leur proposait d'acheter des terrains pour des maisons à 100 000 $ à Jérusalem, ils disaient non, ça vaut rien, c'est pas beau. Je peux vous dire que les gens qui ont acheté il y a 30 ans, aujourd'hui sont milliardaires. Ça, c'est un autre sujet. Aussi bien à Jérusalem qu'à Tel Aviv d'ailleurs. Donc il faut jamais, je dis ça, je fais cet aparté juste pour expliquer que les gens qui pensent que c'est trop cher et que l'immobilier va stagner ou baisser dans un avenir proche en Israël se trompent profondément et sont en général les mêmes gens qui à 30 ans pensaient que 100 000 $ c'était beaucoup trop cher à Jérusalem. Sachant les valeurs aujourd'hui, que l'appartement de 100 000 $ à l'époque vaut aujourd'hui 5, 6, 7, 8 millions de dollars. Aparté fermé. Tout ça pour dire. Donc aujourd'hui, quand je choisis mon bien, je me dis, est-ce que je veux de la stabilité en croissance? Donc je prends Jérusalem et Tel Aviv. Est-ce que je veux faire un pari? Donc je vais aller à Beersheva, ou je vais par ailleurs à Beersheva trouver la rentabilité locative un peu plus importante. Ma question était un petit peu différente. Ma question, j'ai parlé de plafond. Est-ce que vous ne pensez pas que malgré la démographie, aujourd'hui acheter un appartement on parle d'investissement, acheter un appartement sur Tel Aviv, par exemple, qui est une des villes les plus chères au monde, est-ce qu'on n'est pas plafonné? Est-ce que les prix vont continuer de grimper ou vont plutôt stagner? Je ne parle même pas il y a une demande sur Tel Aviv, on le sait. Poumon économique, comme vous avez dit, il y a la mer, c'est Méditerranée, c'est un pôle touristique aussi, il y a l'aéroport international. Mais est-ce qu'au niveau, en termes d'investissement, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de toucher le plafond? Ou de rebondir contre le plafond? Non. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde des villes comme Yafo, qui sont des villes qui étaient jusqu'à il y a quelques années à dominante arabe, donc qui n'attiraient pas du tout ni les Israéliens, ni les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, il faut savoir que sur Yafo, pour donner un équivalent euro, aujourd'hui sur Yafo, donc ville dominance arabe, on est à 15 000 euros du mètre carré. 15 000 euros du mètre carré, on est déjà, sur une ville à dominante arabe, on est déjà dans des prix parisiens.
Sur Tel Aviv, j'en parle pas parce qu'on a déjà dépassé de très loin ces prix-là. Suivant les zones, il y a évidemment des zones à Tel Aviv qui sont moins valorisées, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde toute la zone, aujourd'hui, les prix arrivent dans la zone à des équivalents parisiens, ce qui n'était pas envisageable il y a 10 ans en arrière. Et puis c'est plus sympa que Paris. Hein. C'est plus joli Paris, il y a plus de choses à faire, et la vie est plus agréable et c'est plus ensoleillé, je suis assez d'accord. Tout ça pour dire que tous les économistes aujourd'hui et les grands... Donc pour vous, il n'y a pas de bulle? Pour moi, il se peut qu'un jour il y ait une bulle, mais ça ne sera pas dans un avenir proche. Dans un avenir proche, il se passe évidemment la pression israélienne, même si j'ai dit avant que la principale composante de la pression démographique, de la hausse de l'immobilier et la pression démographique interne, il faut comprendre qu'il y a un deuxième phénomène mondial qui se passe aujourd'hui, principalement depuis le 7 octobre, mais même depuis un peu avant, qui est la redécouverte de l'antisémitisme. Les Français, comme les Américains qui n'avaient jusque-là pas connu l'antisémitisme à des niveaux aussi hauts, découvrent que l'antisémitisme existe aux États-Unis. Et que donc... je veux le résumer, la peur fait vendre, tout simplement la peur fait vendre, la peur applique une pression sur l'immobilier. Les Américains ont un niveau de vie plus élevé que les autres, clairement, des capacités financières plus élevées que les autres. Et donc, quand on voit que les Américains aujourd'hui n'achètent que sur Tel Aviv et Jérusalem, on comprend bien que même si dans l'absolu, on se dit à un moment où les prix vont être trop hauts, où les Israéliens vont pas y arriver, mécaniquement, les prix sont obligés de monter pour offrir parce qu'il y a des nouveaux gens qui viennent, de nouvelles personnes qui viennent acheter. Et puis, il y a des vraies communautés anglophones ou francophones d'ailleurs à Tel Aviv et à Jérusalem, clairement. Alors, à Jérusalem, pour prendre cet exemple-là, ce que j'ai vu très récemment, c'est moins vrai chez les Français encore que, mais c'est extrêmement fort prenant chez les Américains. En général, un Rav choisit où il va vivre. Ouais, et sa communauté. Et une fois que le Rav a choisi où il va vivre en Israël, toute la communauté achète à proximité. C'est aussi vrai d'ailleurs chez les Chassidim, où le Rav dit, moi je veux vivre, on a vu chez les Gours très récemment, je l'ai vu, qui ont décidé de créer, l'Admon de Gour a décidé de créer une yeshiva dans le centre de Jérusalem, à cause ou grâce à cette yeshiva. C'est un peu plus qu'une yeshiva. Hein. Si vous passez devant, je vous recommande, ça ressemble au troisième temple. Hein. C'est très énorme, impressionnant. Mais du coup, tout le quartier autour, les prix ont augmenté, ont doublé, parce qu'il a fallu loger toute cette population-là. Ça se passe, c'est très vrai aussi pour les Américains. J'ai vu des quartiers à Talpiot entiers où un Rav a dit « Moi, je vais aller me vivre là-bas ». Pour le coup, lui a acheté un peu avant les autres, donc lui, il a payé moins cher. Délit d'initié. C'est un peu des délits d'initié. C'est un peu comme l'Admon de Gour, justement, dont on parlait il y a 2 secondes, qui fixe lui-même les prix de la fourrure de Streimel. Voilà. C'est exactement à peu près le même mécanisme. C'est à peu près le même mécanisme. Donc pareil, le Rav dit j'achète là-bas, et donc toute la communauté ensuite veut vivre à proximité de ce Rav-là, et donc les prix augmentent mécaniquement. On voit ça à Tel Aviv, on voit ça de façon encore plus forte à Jérusalem, mais ça fait 30 ans que j'entends des gens nous dire « Oui, on va atteindre le plafond, les prix vont baisser, ils sont trop chers ». Ça n'est pas le cas. Il y a une autre composante aussi très importante en Israël qu'il faut que les gens de l'extérieur comprennent. L'inflation en Israël, elle est en moyenne sur les 10, 15, 20 dernières années, elle est entre 3 et 4% par an. 3 et 4% par an, ça implique forcément une pression des loyers, ça implique une pression sur les prix de l'immobilier, ça implique une hausse des salaires aussi, qui fait que même si on a l'impression que l'immobilier a atteint un plafond de verre, les prix augmentant, l'immobilier continue à suivre cette courbe-là, quoi qu'il en soit. Ça veut dire, en dehors même de la hausse propre de l'immobilier, l'immobilier va forcément suivre la hausse de l'inflation. Et donc, on arrive à la conclusion que peut-être qu'un jour, il y aura un plafond de verre, mais ce n'est pas pour demain. Ok, très bien, très clair. On peut parler un peu des différentes options de financement et de levée de fonds? Avec plaisir. Pour vous expliquer, globalement, quand j'achète 2 solutions, soit j'achète en tant que professionnel, soit j'achète en tant que particulier. J'achète un professionnel, je peux créer une société et la société emprunte. Et donc le financement va se faire à travers la société. Gros avantage, moi en tant que particulier, je n'ai aucune dette sur moi en nom propre et donc j'ai des capacités d'investissement qui sont d'autant plus importantes puisque je ne suis pas limité par un taux théorique d'endettement. Okay. Deuxième possibilité, quand j'achète en société,
La société n'a pas de fonds propres, elle n'est détenue que par moi. Dans ce cas-là, les banques vont me répondre, mais pourquoi tu veux que je prête à la société? Elle n'a pas d'existante propre, elle n'a pas de fonds propres, elle ne dépend pas d'une autre entité qui aurait des fonds, elle dépend que de toi, donc c'est toi qui empruntes. Et donc dans ce cas-là, la deuxième possibilité, c'est que moi j'emprunte et j'amène à la société cet argent-là. Je passe sur les avantages fiscaux d'investir en société, d'autres le feront beaucoup mieux que moi. Je parle en termes de financement. Évidemment, la deuxième solution est un peu moins intéressante, puisque malgré tout, je reste avec un taux d'endettement qui vient s'afficher sur moi. Et donc, si demain je veux investir, je vais être limité par cet endettement-là. Ensuite, si je veux investir en particulier, pour investir en particulier, j'ai le choix entre un bien d'habitation, une résidence principale, ou un bien d'investissement. Sur une résidence principale, la banque me finance jusqu'à 75% de la valeur du bien. Donc, je peux venir lever beaucoup d'argent et faire un effet de levier d'autant plus fort. Si j'emprunte en tant qu'investissement, les banques me limitent à 50% de la valeur du bien. Je peux aller chercher des financements annexes pour monter à 70%. Ces financements, la différence entre 50 et 70%, donc les 20% restants, vont eux me coûter très très cher en termes de taux. Donc, si j'ai énormément de capacité financière mais peu d'apport, ça peut me permettre d'accéder à la propriété en termes d'investissement grâce au crédit. Si j'ai un peu plus d'apport, en général, dans cette solution-là, il vaut mieux faire un peu plus d'apport et se limiter à 50% de crédit. Ok, très clair. En fait, on lève de la dette et c'est une question de taux. Ok, super. Pour terminer, alors je dis pour terminer, mais en fait, c'est ce qui va vraiment intéresser nos auditeurs. Pour conclure, vos conseils pour réussir et les bonnes pratiques, en fait. Alors, la première chose, et je pense que celui qui a fait l'expérience d'un achat en Israël l'a vécu, il faut comprendre qu'on est dans un pays avec une culture complètement différente. Ça se revoit à plusieurs niveaux. Le premier d'entre eux, c'est évidemment en termes de droit. Le droit est complètement différent. Le deuxième niveau, c'est que la personne que j'ai en face, aussi bien l'agent que le vendeur, vont avoir une pratique vis-à-vis de moi qui vont être différentes. Par exemple, en Israël, on va se prendre des coups de pression très très fréquents du vendeur qui va m'appeler toutes les 2 heures pour me dire « Ouais, si c'est comme ça, je te vends pas, je vends à quelqu'un d'autre. Ouais, si t'es pas content, c'est pareil. » etc. etc. Et donc, pour quelqu'un qui est en Israël, c'est déjà énormément de pression. Pour quelqu'un qui est à l'étranger, c'est d'autant plus de pression et d'autant plus de difficultés. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il est important de s'entourer des bonnes personnes. Il faut savoir que pour faire l'acquisition, je vais globalement avoir besoin d'un avocat, d'un agent immobilier, d'un courtier en crédit et d'un expert qui va m'expertiser le bien. Ces 4 intervenants-là, certains d'entre eux, je peux faire sans ou je peux faire avec. Si je fais sans, je choisis de faire face à cette pression tout seul et de me retrouver dans des situations où je ne comprends pas forcément ce qui se passe en face. Et donc, comme je ne comprends pas ce qui se passe en face, je me retrouve dans une pression et s'accumuler à la pression que me met l'autre partie, je me retrouve à faire des erreurs que je peux payer très cher financièrement, même en termes de santé mentale, parce que la pression israélienne, elle est très très forte. Donc, c'est important de m'entourer d'un avocat qui connaît son métier, en qui j'ai une confiance aveugle. Je sais qu'il va pouvoir négocier et que je n'ai pas besoin de mettre en doute ce qu'il me dit. Je sais que ce qu'il me dit, c'est exactement ce qui va se passer. Qui est en capacité d'absorber la pression que va lui mettre la partie adverse. Parce que, encore une fois, l'avocat en face va mettre la même pression à votre avocat et va tenter des coups de bluff de la même façon. Donc, il me faut un avocat très solide et en qui j'ai une confiance absolue. Il me faut un agent qui, lui, sache faire l'intermédiaire. Parce que j'ai forcément besoin dans mon process d'aller échanger avec la partie en face. Donc, l'agent, son rôle, ça n'est pas seulement de venir me mettre la pression en me disant « Allez, signe ». C'est au contraire de me dire « T'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien se passer, on va le faire ensemble. Je vais te prendre par la main et je vais t'amener au bout du chemin. Et tous les échanges que tu vas avoir à faire avec la partie adverse, je vais moi m'en occuper et je vais moi t'enlever cette pression-là et je vais moi faire en sorte que l'acquisition et ce process-là, qui est une mitzvah en soi, c'est une mitzvah d'acquérir un bien en Israël, elle se passe bien et tu la vives bien. J'ai besoin d'un courtier parce que de la même façon, le courtier en crédit, les banques, je ne sais pas ce qui se passe en Israël. Je ne comprends pas. Le crédit en Israël, ça n'est pas comme en France. Donc le courtier, son métier, c'est d'abord de venir me conseiller. Quel crédit prendre? Comment monter mon crédit? Comment le faire? De faire l'interface avec les banques parce que
il manque toujours un papier en dernière minute et qu'il faut signer en urgence, etc., etc. Si j'ai un courtier qui sait anticiper ça, ça va forcément m'enlever toute la pression. Ça va faire que je vais avoir des taux plus intéressants, un montage plus adapté à ma situation et une expérience de crédit qui est bien meilleure. Et un expert, parce que l'expert, pareil, il va venir évaluer le bien. Le vendeur qui a souvent un locataire ou pas d'ailleurs, il n'est pas toujours très ouvert à vous dire l'expert vient quand il veut. Il faut venir à l'heure que lui il a fixé, quand il a fixé, comme il a fixé, voir un appartement sale. Et je peux vous dire que j'ai vu des appartements dans des états de saleté assez incroyables en Israël. Donc l'expert, il faut qu'il sache faire la part de qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui est la valeur intrinsèque du bien par rapport à ce que je vois aujourd'hui, quel est l'état du bien, etc. C'est quand même lui qui valide le crédit bancaire. Hein. C'est lui qui va me permettre de valider mon étape et c'est lui, de la même façon. S'il y a une trop grosse différence entre la valeur du bien que je suis en train de payer et la valeur que lui m'expertise, c'est lui aussi qui peut me faire m'annuler ma vente. Donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance. Quand il va me donner une valeur du bien, je sais que forcément il a besoin de se protéger par rapport à la banque. Donc il ne me donnera jamais exactement la valeur d'acquisition. Maintenant, s'il y a 1 ou 2% de différence, c'est pas grave, je vais l'assumer. Ça ne va pas me faire dans ma trésorerie une différence trop importante. En revanche, si j'ai 20% de différence entre le bien que lui m'a donné et la valeur que j'ai acheté, c'est qu'il y a quelqu'un dans les étapes précédentes qui m'a pris pour un pigeon. C'est-à-dire que l'agent n'était pas bon, m'a pris pour un pigeon. Ça veut dire que le vendeur m'a pris pour un pigeon. Ça veut dire que même s'il vient en dernier dans le process, c'est lui qui me valide aussi que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai bien fait. Cette personne-là, on ne la choisit pas. Cette personne-là, on la choisit ou on ne la choisit pas. Chaque banque a une liste d'experts. Il y a des experts qui travaillent avec toutes les banques. Il y a des experts qui travaillent qu'avec une ou deux banques. C'est toujours mieux de choisir un expert qui travaille avec toutes les banques. Comme ça me laisse les choix ouverts pour l'avenir. Moi, en tant que courtier, évidemment, j'ai une certaine expérience, un certain volume d'affaires. Donc, il y a des experts avec qui j'ai travaillé par le passé et d'autres non. Donc, je sais en général avec qui je veux travailler, avec qui je ne veux pas travailler. Même si le client peut évidemment choisir de quelqu'un avec qui j'ai une moins bonne expérience, on va dire. Mais à la fin, je suis aussi là pour conseiller le client en disant « Vous me faites confiance, moi je lui fais confiance à lui. Vous pouvez y aller. » Et ce que lui dit, et ça m'est déjà arrivé dans des transactions passées, que l'expert me dit « Écoute, ton client est en train de faire une mauvaise affaire. Il faut le prévenir. » Et qu'on ait une discussion à trois avec le client pour lui expliquer qu'il est en train de faire une mauvaise affaire. Et c'est important aussi dans l'approche de ne pas lui dire « Ah non, si j'envoie un papier n'importe comment. » Je vous donne un exemple. L'expert peut décider, vu qu'il est mandaté par la banque, d'envoyer directement l'expertise à la banque ou de me l'envoyer à moi. S'il l'envoie directement à la banque et que je me retrouve le jour de la signature et il faut tout payer, tout machin bidule, et que la différence entre l'expertise et la valeur d'achat elle est trop importante, j'ai un problème. Il est trop tard, je ne peux plus faire marche arrière. Si l'expert communique avec moi et vient me donner des informations en amont, ça me permet d'anticiper, d'avoir une discussion avec les vendeurs en disant « Attends, il y a une différence, il n'y a pas une différence. Cette différence-là, je suis prêt à l'assumer en partie, je ne suis pas prêt à l'assumer en partie, etc. etc. » Donc, oui, il y a des experts qui sont inscrits dans les banques, donc j'ai une liste limitée de choix, mais de la même façon, moi en tant que courtier, j'ai de l'expérience avec ces gens-là, je sais lesquels il faut choisir en général et lesquels je ne veux pas choisir. Ok, parfait. Donc en fait, l'importance du réseau, c'est toujours difficile pour des gens qui sont à l'étranger lorsqu'ils veulent acheter leurs biens, mais sinon, avoir un réseau solide de contacts, y compris avec les banques, en fait, pour mieux négocier, pour faire jouer la concurrence, ça reste important. On est d'accord ? Le plus important, comme je dis toujours, dans une acquisition en Israël, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Quand on a les bonnes personnes autour de nous, le bon agent, le bon avocat, le bon courtier, alors on peut y aller les yeux fermés. Quand il y en a un des trois qui est défaillant, alors toute transaction va être défaillante. Ok, super. Le mot de la fin, Salomon ? Achetez. Il est venu le temps, on vous a expliqué le processus. Maintenant, à vous de faire. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. Et il y a les liens vers les formulaires dans la description.